Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser Société Générale, qui est une grande banque du CAC 40, les 40 plus grandes entreprises françaises. Cette banque verse des dividendes, on va voir si c'est intéressant ou non. On va faire d'abord une analyse fondamentale, puis une analyse technique de cette société. On commence juste avec une petite explication de comment fonctionne une banque, puisque j'ai fait une vidéo sur BNP et il y a peut-être eu des confusions. Ça, c'est le bilan d'une banque, donc c'est pas celle de Société Générale, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer très simplement comment fonctionne une banque. Une banque, elle va avoir des clients. Les clients, ça peut être des personnes physiques comme vous et moi, ou des entreprises. Ces clients, ils vont avoir des dépôts, en fait, c'est tout simplement l'argent qu'on a à la banque. D'accord? Et cet argent, il va pouvoir permettre de financer des prêts. Mais ils vont pas avoir besoin de 100 millions de dollars pour financer 100 millions de dollars de prêts. En fait, ces dépôts, ils vont permettre d'avoir une réserve, puisque légalement, une banque doit avoir une réserve. Il faut qu'elle soit solvable pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle le multiplicateur bancaire. En gros, si elle a 1, elle peut prêter 10, tout simplement. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, elle a d'autres moyens d'avoir une contrepartie, donc cette fameuse réserve pour faire des prêts. Elle peut emprunter sur le marché interbancaire, donc elle peut emprunter à d'autres banques. Elle peut émettre des obligations, donc créer de la dette, tout simplement. Elle peut émettre des actions également, et elle peut faire un plan de financement à la Banque Centrale Européenne, puisque là, on est en Europe, évidemment, donc à la BCE. Et avec ça, elle va pouvoir, légalement faire des prêts. Comment elle accorde un prêt? Tout simplement, c'est pas compliqué. Elle va rajouter une ligne à l'actif. Par exemple, si on fait un prêt de 100 000 euros, elle va rajouter une ligne de 100 000 euros à l'actif, mais aussi au passif. Pourquoi? Eh bien parce que cet argent, elle l'a créé tout simplement en le mettant dans la colonne prêt et il va devenir réel en allant dans la colonne dépôt, puisque quand vous faites un crédit, il arrive sur le compte en banque. C'est équilibré, il est des deux côtés. À ce moment-là, il y a seulement un impact sur le bilan, puisque ça grossit le bilan à l'actif et au passif de 100 000 euros. C'est le principe de la création monétaire. Maintenant qu'on a compris ça, quelles sont les sources de revenus directement de Société Générale? Avec des pourcentages, c'est mieux. Alors on a tout ce qui est justement les prêts, ici en France, qui vont représenter 28,3%. Comme on a vu le bilan, ça se met à l'actif et au passif, mais c'est pas comme ça qu'ils vont générer des revenus. C'est tout simplement avec les intérêts. Quand elle emprunte, il y a un taux d'intérêt, et quand elle prête, il y a un taux d'intérêt. Imaginons qu'elle emprunte à 1%, elle va prêter à 3%. Et ce 2%, ce sera la marge d'intérêt net, et c'est ça qui va, bien sûr, procurer du revenu. Il y a quand même une grande partie, quasiment 30% qui se fait en France, et il y a 16% qui se fait à l'international. Il y a une partie non négligeable de quasiment 25% qui représente en fait tout simplement l'argent que Société Générale va financer grâce aux investissements, que ce soit des actions, des obligations ou ce genre de choses en direct, puisque les banques, elles font également de la gestion d'actifs pour compte propre, c'est-à-dire que l'argent qu'elles ont, elles l'investissent et elles ont leur propre portefeuille boursier et ensuite Investor Services. Là, ça va être l'argent qu'elles génèrent grâce aux services pour l'investissement, mais pour ses clients. Les banques font des fonds d'investissement justement, par exemple dans les assurances vie ou en direct. Et il y a aussi un gros service de courtage avec sa filiale Boursorama Bank, que vous connaissez très bien. Donc Boursorama Bank, c'est Société Générale. Et c'est pour ça qu'il y a une grande partie du revenu qui revient aussi de la partie investissement. Ici, je reviens dessus rapidement. Private banking, c'est des services qui sont pour les gens qui sont un peu plus fortunés. Donc évidemment, c'est pas les mêmes services si vous avez 100 euros sur votre compte en banque ou 100 millions. On est un petit peu plus attentionné avec vous si vous avez 100 millions d'euros sur votre compte en banque. Bon, c'est une petite blague évidemment. Moi, je suis conseiller de gestion en patrimoine et on travaille avec des banques privées, mais par contre, on permet d'avoir les mêmes services que pour les gens fortunés, mais pour tout le monde en fait. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais ça vous intéresse. Il y a plein de choses intéressantes à faire en dehors même de la bourse. Ensuite, il va y avoir aussi une grosse partie qui va être sur le leasing. Vous savez que quand vous faites un leasing, c'est en fait une location longue durée et ça se fait avec un établissement bancaire. Donc c'est bien connu par exemple pour les voitures, mais il y a plein de choses qui se font en leasing, surtout pour les professionnels. Donc ça représente une grosse partie de leurs revenus, 7,5%. Et à la fin, les services financiers un peu plus complexes qui sont pour les entreprises et également pour les gouvernements d'ailleurs, ça représente quasiment 13%. Et il y a une toute petite partie assurance qui est de 2,4%. Donc vous voyez que la partie assurance, elle représente pas grand-chose en fait, en tout cas pour Société Générale. Au niveau de la ventilation par pays, on voit qu'il y a 40% en France, il y a 37,4% en Europe. Donc là, on est déjà quasiment à 80% pure Europe. Et ensuite, dans les Amériques, on a 8% en Afrique et 8% Asie, Océanie. Bon, vous voyez que c'est quand même très concentré Europe,
Mais de toute façon, on va voir avec la taille de l'entreprise, c'est normal. C'est une société européenne. Ce n'est pas un BNP Paribas, par exemple. On va analyser donc ça plus en détail. Sa santé financière, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va pas bien? Est-ce qu'il va y avoir de la croissance? Est-ce que ça va pouvoir nous rapporter de l'argent? Suspense. Déjà, quelle est la taille de l'entreprise? Quelle est sa structure du capital? Eh bien, très rapidement, on voit qu'il y a 94% des actions qui sont en circulation. On voit qu'il y a quand même quasiment 10% qui sont détenus par les salariés, grâce à des plans d'épargne. Il y a 5,8% qui est détenu par BlackRock. Et ensuite, il y a d'autres gestionnaires de capital, donc The Capital Group Companies, Amundi, BNPP. Donc en fait, il n'y a que 72,44% qui est vraiment détenu par le public. Le reste, c'est des gestionnaires d'actifs. Et au final, plus de 72%, c'est quand même pas mal géré par le public. Le cours de bourse est donc moins impacté par les gros mouvements de gestionnaires d'actifs. Au niveau de sa taille, alors déjà, on a sa capitalisation boursière qui est à 15 milliards. Et ensuite, les dettes qui sont à 302 milliards, mais ça se calcule pas comme ça, puisque c'est une banque. Donc évidemment qu'elle a des énormes dettes, puisqu'elle fait des énormes crédits derrière. Donc ce qu'on regarde plutôt, c'est la valeur de l'entreprise, qui est ici de 104 milliards. Donc c'est plus de 4 fois moins que BNP, pour vous dire un petit peu la taille de la banque. On va voir sa santé financière, justement, sa partie de crédit par rapport aux dépôts totaux. Alors, pour qu'une banque soit en croissance, il devrait y avoir de plus en plus de crédits, de plus en plus de dépôts totaux. Là, ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a une petite croissance, puis même une décroissance. Bon, c'est complètement lié à l'économie, évidemment, vous le savez, les taux directeurs ont augmenté. Du coup, les crédits, c'était impossible pour la plupart des gens. Et puis, de toute façon, l'économie ralentit, donc il y aura de moins en moins de crédits pour les années à venir. Une banque, c'est extrêmement cyclique. C'est les premières lignes dans l'économie. En regardant juste ça, on voit qu'elle n'est pas trop endettée par rapport à sa taille des dépôts, ça a même baissé. C'est juste un signe qu'elle est solvable, c'est pas un signe qu'elle est profitable. C'est deux choses complètement différentes. Elle ne va pas faire faillite d'ici demain, c'est déjà ça que ça nous dit, c'est tout. Ensuite, la croissance et la rentabilité, là c'est autre chose. On voit le revenu qui fluctue, mais ce qui est important, ça va être le revenu net. Et là on voit que il y a une baisse avec 2020, grosse chute évidemment, Covid, l'économie a arrêté, donc la première ligne, je vous ai dit, avec du coup une marge nette à moins 3,5%, donc elle perd de l'argent. Ensuite, l'économie a repris, ça a performé un petit peu plus. On était à plus de 10% de marge nette, puis la réalité revient, regardez, le revenu net diminue d'année en année, et là ils ont une marge nette qui est à moins de 3%, donc c'est très peu quand même, faut le dire. Ce n'est pas du tout extraordinaire. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, une société qui a 3% de performance comme ça, de 3% de marge nette, mais j'investis pas du tout là-dedans, même si je sais que c'est pas une société de croissance, une société qui n'est pas rentable pour moi, ce n'est pas intéressant. Peut-être qu'elle le deviendra dans le futur, mais personnellement, je ne joue pas au loto. Alors, on va analyser les cash flows, puisque c'est assez intéressant justement à regarder. Là, si on regardait juste comme d'habitude, avec les yeux d'habitude, entre guillemets, des autres sociétés qui sont non bancaires, on pourrait croire que, elle a été plutôt bénéficiaire en 2020, par exemple, avec des cash liés aux activités d'investissement qui sont énormes, et un petit peu également en 2019. Sauf qu'en fait, évidemment, quand on regarde un petit peu plus en profondeur, 2020, le crash du Covid, si elle dégageait du cash aussi énorme, ce serait une bonne chose, mais non, c'est tout simplement parce qu'il y avait quasiment plus aucun emprunt, donc elles se sont retrouvées avec beaucoup de liquidités sur les bras. Ce qu'il faut regarder ici, ce qui va être beaucoup plus important, ça va être le free cash flow. D'accord, ça va être l'argent qu'elle génère réellement. Donc en 2017, il était positif, ensuite il y a eu 3 années de vache maigre, 2018, 2019, 2020, donc ce n'était pas que le Covid, c'est consécutif sur 3 années, donc c'est pas rien. Et ensuite, on repart en positif en 2021, en 2022, en 2023. 2022, c'est notamment grâce à la montée des taux d'intérêt. Et évidemment, l'année où ça monte, pour eux, c'est profitable puisqu'ils ont déjà de l'argent, ils n'ont pas besoin de le réemprunter et ils vont pouvoir le prêter plus cher. Donc forcément, l'année où ça monte, c'est une bonne chose. Par contre, les années d'après, évidemment, ça se fait rattraper et quand ça commence à descendre, c'est l'inverse également. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà, c'est une société qui n'est pas tout le temps rentable, qui ne génère pas tout le temps du free cash flow et ça, c'est pas des sociétés que j'aime voir. On continue quand même, évidemment, au niveau des dividendes, puisque c'est une société qui a un rendement, qui donne des dividendes, en tout cas quand elle a des revenus positifs. On voit que le dividende est assez aléatoire, quand on voit le rendement, ça part de 6%, ça va à 8, ça descend à 0, ça remonte jusqu'à 7 et quelques, ensuite ça redescend complètement aux alentours de 4, même de 3 et quelques. Donc voilà, c'est complètement aléatoire. Même au niveau du dividende par action, ce n'est jamais le même, ce n'est pas croissant. Donc ça non plus, c'est pas des choses qu'on aime bien voir. Si le cours de bourse est très très bas, alors forcément, le rendement du dividende va être plus important, si le montant du dividende par action reste à peu près le même. On va analyser la rentabilité des actionnaires, on va voir le nombre d'actions en circulation et le return on invested capital. Tout simplement, le nombre d'actions en circulation,
Il n'est pas non plus exploitable puisque ça dépend vraiment de l'économie. Comme on l'a vu, ça peut servir pour augmenter le fonds de réserve. Ça va donc ne pas être constant, ça va dépendre vraiment de l'économie ici. Et le rendement du capital investi, regardez comme il est beau, il va d'environ 1,8%, au maximum 2,6%, et en moyenne on va dire qu'il est de 1%. Donc voilà, c'est absolument pas du tout intéressant. Même pour une société normale, ça veut dire que l'argent que vous investissez, l'entreprise ne va pas forcément en faire bon usage. Je ne vais pas vraiment plus loin là-dessus, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Alors, au niveau de la santé financière de la société, pour conclure un petit peu, c'est évidemment, je ne suis pas conseiller financier, je suis conseiller de gestion en patrimoine, c'est pas du tout la même chose, donc ce n'est que mon avis, faites-vous également le vôtre. C'est une société qui n'est pas au bord de la faillite, mais c'est une société qui n'est pas financièrement intéressante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une bonne croissance ni une bonne rentabilité. En plus, on est dans un moment du cycle économique qui n'est pas forcément le bon, parce qu'on est au bord de la récession. Donc évidemment, les bancaires, c'est elles qui vont prendre en premier. Voilà tout simplement pour la santé financière. Alors, les vecteurs de croissance, quels vont-ils être ? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Réduire ses coûts, augmenter ses prix, conquérir de nouveaux marchés, c'est non. Même si peut-être que dans conquérir de nouveaux marchés, on pourrait mettre une arrivée des crypto-monnaies, puisqu'ils sont quand même assez avancés là-dedans. Ils essayent justement de se démarquer en allant chercher des nouveaux marchés, mais pour l'instant, ça leur rapporte rien. D'ailleurs, le marché des crypto-monnaies n'a pas besoin du système bancaire, c'est un peu le principe. Il y a des exchanges et des portefeuilles sur le Web 3, donc il n'y a pas du tout besoin des banques à la base. Ensuite, augmenter le volume de l'existant, bah oui, ça c'est toujours les seules possibilités qu'il y a pour les banques. Enfin, pas vraiment tout le temps, mais là c'est vraiment les vecteurs de croissance principaux. Évidemment que dans chacun, on pourrait mettre un petit oui, quand même, il y a toujours des choses à faire, mais globalement, dans un gros vecteur de croissance, moi je parle de trend, de méga trend, pas de petite croissance temporaire, eh bien, il y a vraiment les volumes ici qui seront importants. Les banques aiment l'inflation, il faut savoir. S'il y a de l'inflation, c'est bon pour les banques. Enfin, pas s'il y a une inflation soudaine, c'est une inflation constante, structurelle. Et redressement ou filiale non rentable, j'ai mis non également. Ensuite, on va voir combien ça coûte. Parce que c'est toujours une chose ultra importante, il y a la valeur de l'entreprise intrinsèque et sa valeur en bourse. Ce sont deux choses complètement différentes qui peuvent être complètement décorrélées et c'est là-dessus qu'on peut faire les meilleurs investissements. C'est quand c'est vraiment décorrélé et qu'on a raison. Et que c'est dans le bon sens aussi. Si une entreprise est très bonne mais qu'elle est super chère, eh bien ça reste un très mauvais investissement. On le sait, mais naturellement quand on voit le cours d'une action qui est cher, surtout quand on débute, eh bien on se dit que c'est une bonne opportunité. Alors qu'en fait c'est tout l'inverse. De toute façon, vous le savez, la bourse, généralement, il faut réfléchir à l'envers. L'investissement coûtera rien. Je place ça ici rapidement. On fait régulièrement des soirées de l'investissement avec mon ami Benjamin qui lui est conseiller de gestion en patrimoine depuis plus de 7 ans. On fait ça en visio, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai un lien dans la description et on fait également régulièrement des soirées d'explication de ce que c'est que notre métier puisque on cherche en fait à agrandir nos équipes et même si vous n'avez pas de formation initiale mais que vous comprenez quelque chose à l'investissement, j'en suis sûr que c'est le cas si vous êtes ici d'ailleurs, vous pouvez vous lancer puisque l'entreprise forme et donne toutes les armes pour réussir. Donc juste en 2 mots, on est le plus grand groupe français de conseillers en investissement indépendants. Oui, parce qu'en fait, c'est indépendant. C'est un regroupement de conseillers indépendants. Bref, j'arrête de parler de ça. On revient à nos moutons. Il faut bien se faire une petite promo de temps en temps. Surtout qu'on a besoin de vous. Donc, les ratios cours-bénéfice entre 2017 et aujourd'hui, alors vous voyez que ça fluctue complètement. Tout simplement parce que c'est très difficile de savoir en fait quel va être le futur bénéfice. Déjà, c'est dépendant de toute l'économie. On voit rapidement que ça va de 0 au Covid, mais bon ça compte pas. On peut pas diviser par 0. Et sinon ça va de 5. Et sinon ça va de 5 en 2021 jusqu'à 15 en 2022. Et là ça redescend. Actuel, on est un peu moins de 10. Ça reste assez élevé pour une banque, il faut le savoir, surtout pour une banque française qui a peu de perspectives d'évolution comme on l'a vu. Et retenez bien, 2017, 2022, voilà, c'est les années où c'était un peu élevé, enfin c'était plus élevé que la moyenne. Donc 15 pour une banquière française, c'est très élevé, faut le savoir. C'est pas du Nvidia, Et on va voir ce qui s'est passé quand c'est à ce moment-là. Donc là, aux environs de 10. On va analyser ça maintenant techniquement avec Ishimoku, vous allez voir. Plein de choses. C'est parti. On commence toujours en monthly, donc chaque bougie représente ici un mois, et on a le cours depuis 1994, donc on va pouvoir regarder ça. On va pouvoir observer 2 grandes phases. On a d'abord une phase de croissance entre 1994 et 2007, une belle phase de croissance, si on prend le début en bourse jusqu'en haut, ça fait quasiment 1 x 12, ok ? Là, niveau de Ishimoku, on va analyser ça. Très rapidement, c'était très facile à analyser. Les banques étaient rentables. L'argent n'était pas gratuit, donc pour les banques, c'était très bien.
On a une magnifique montée avec Ichimoku. Alors ici, on n'avait pas encore le nuage, mais je pense qu'on est venu rebondir sur le nuage juste ici. On l'avait pas parce que comme c'est en mensuel, ça prend du temps à se créer. Hein. C'est calculé évidemment avec toutes les données passées, avec des moyennes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet. Et on avait vraiment une belle montée, regardez, qui était, eh bien, très bien construite. On est venu retaper plusieurs fois le bas du nuage pour eh bien, prendre des respirations et repartir de plus belle jusque eh bien, la crise des subprimes. Là, ça n'a pas du tout été en faveur, évidemment, de Société Générale, puisque toutes les banques étaient reliées. Hein. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup moins de fonds de réserve obligatoires. C'est pour ça que il y en a eu après. Regardez, la banque a fait un moins 90% quasiment, donc c'est monstrueux. Ok. Et ensuite, depuis, eh bien, on évolue dans un range. On va essayer de le tracer rapidement, de ici à ici, par exemple. On est dans un beau range. Autrement dit, ça fait 16 ans qu'il se passe pas grand-chose sur Société Générale. Il y a plus eu des frayeurs qu'autre chose. Là, aujourd'hui, on se trouve au milieu du range, mais là, on va analyser seulement avec Ichimoku. On va pas rajouter trop de choses dessus. Comme ça, si ça vous va bien, on reste ici. On va juste tracer les grosses résistances qu'on peut avoir avec Ichimoku. Faut savoir que comme c'est pas une société de croissance, vous voyez que déjà, c'est pas beau à voir. Hein. Si vous avez investi après 2008, vous le savez, parce qu'en portefeuille, ça n'a quasiment rien fait. Ou alors, ça a baissé. Il y a eu quand même des dividendes, donc si c'était dans un PEA, vous êtes peut-être en positif, mais beaucoup moins que si vous étiez avec une société plus intéressante. Alors, ce qu'on va chercher généralement ici, c'est les plats de SSB comme celui-ci. J'aime bien quand c'est doublé avec un autre, mais ici, quand le plat est énorme, ça va nous mettre plus qu'une grosse résistance. Voilà, ici, ce serait doublé. Plat de SSB et plat de Kijun mensuel. Donc ça, c'est vraiment des grosses résistances, d'accord? On va en tracer quelques-unes, comme ça, ça va vous montrer un petit peu. D'accord, donc Ichimoku, on a ici. Alors, plus la durée est longue, ici, chaque bougie représente un mois, et plus les résistances vont être vraiment importantes, marquées et utiles. Puisque, par exemple, si on les met en daily, donc chaque bougie représente un jour, on va en avoir aussi, mais ça va être des micro-résistances. En hebdomadaire, c'est déjà des bonnes résistances également, mais monthly, c'est vraiment les grosses résistances, et c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est là, on est dans l'investissement, on n'est pas dans le pur trading, donc c'est les niveaux des investisseurs qui intéressent le marché. Ici, on a une grosse zone. On va la tracer, je vous montre après. En fait, on voit rien, puisque je viens de l'enlever. Donc, on a ici, ici, d'accord? Et même ici. Donc là, on a une énorme zone, d'accord, de liquidité. D'ailleurs, on vient juste de rebondir dessus. C'est vraiment une grosse zone support. Ensuite, on a une zone également un petit peu plus basse. Juste ici, j'ai dézoomé puisque c'est doublé ici avec le plat ici, d'accord, qui était plus ancien, mais qui est quand même important. Hein. Les gros plats, ça reste important. Et d'ailleurs, regardez, ça a été travaillé plusieurs fois. Ensuite, pour des résistances qui seraient un petit peu plus proches du prix, en supérieur, on aurait juste ici, regardez, on a un plat ici de Kijun et un plat de SSB. Voilà, donc très belle résistance, comme ceci. On voit d'ailleurs que la résistance ici n'est pas passée. Donc on est tout simplement là dans une zone de compression depuis 2021, elle est vraiment pas belle. Hein. On est vraiment dans une compression juste ici, dans un range, avec des grosses résistances majeures de tous les côtés. Donc ce qui se passe généralement ici, c'est que quand on sort très rapidement. Alors là je montre en haut, mais ça peut être en bas hein, surtout. Surtout avec ce qu'on a vu avant. Donc ça peut aller très très vite vers le bas. Ou très très vite vers le haut. Comme ça s'est d'ailleurs passé quand on est passé ici, quand on est passé ici, et ici il y a une petite frayeur, mais finalement on est reparti dans le petit range. Donc voilà, au niveau d'Ichimoku, ici on est dans une tendance vraiment neutre, d'accord? Là on est dans un range, juste en analyse technique, là on prendrait aucune décision avec seulement Ichimoku. On va aller voir en hebdomadaire, voir s'il y a quelque chose à voir qui est plus intéressant. Je rappelle quand même qu'on est en logarithmique, hein. C'est plus intéressant d'avoir des pourcentages sur des valeurs comme ça. En hebdomadaire, on revoit plus précisément comment c'est venu rebondir à chaque fois, ok? Ici, chaque bougie représente une semaine. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est pas plus clair. On essaye de faire des percées, des petites sorties, mais à chaque fois, on est rattrapé. Vous voyez que si j'avais pas tracé les résistances, on ne saurait pas trop où on en est. D'accord? On pourrait croire que ici, c'est un départ. La lagging span est passée, on sort d'un range, ça pourrait passer vers le haut. Mais non, il y a une grosse résistance juste au-dessus, donc voilà, on n'est pas passé du tout. Et regardez ici, on voit encore un niveau qui est extrêmement travaillé, qui intéresse beaucoup. C'est normal, hein, puisque comme on est dans un range très serré, on a aussi une valeur qui risque de devenir un support ou une résistance hebdomadaire pour le futur ou même pour un futur très proche, hein, d'accord? Donc ça a été travaillé ici, ici. Voilà, ça nous rajoute quelque chose à 23,56 à peu près, enfin 23,50, qui va être très difficile à passer. On a quand même beaucoup plus de résistance que de support, mais bon, on a quand même des supports solides. Il faut savoir, là, techniquement, il y a quand même quelque chose.
On peut pas vraiment voir d'autres choses intéressantes là-dessus. C'est pas vraiment tradable, on n'est pas dans une tendance. Donc de toute façon, moi j'y vais pas si le marché n'est pas orienté, que ce soit à la baisse ou à la hausse, parce que ça m'intéresse pas d'investir. Mais par contre, de la vente à découvert, ça peut m'intéresser si vraiment le marché est bien orienté à la baisse. Là, c'est pas le cas. On n'est pas orienté dans quoi que ce soit, puisque à chaque fois, on s'est renvoyé dans les ranges. Et ici, c'est pareil, hein, c'est bien intéressant de mettre tout le temps vos résistances et vos supports en mensuel et après en hebdomadaire, pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe, parce que sinon à chaque fois vous pouvez voir des faux espoirs. Ici à chaque fois, hop, on pense que c'est parti pour une tendance haussière, la lagging span passe, et puis finalement c'est renvoyé, hop, directement, ici aussi, c'est pas beau. Et là, de la même manière, ça commence une tendance baissière, bon alors là c'est une belle tendance, hein. Là c'est gap sur gap, hein. Donc là, de toute façon, ça risque peut-être de revenir un petit peu combler quelques gaps pour repartir à la baisse et peut-être rebondir sur le niveau 19,25 ou un peu plus bas sur le 17,80 environ. On ne sait pas trop, mais dans tous les cas, ce ne sont pas des grosses variations, donc vous avez plus de chances de perdre de l'argent à essayer de trader ça que de tout simplement suivre une belle tendance bien construite. En petite conclusion d'Ichimoku, c'est inexploitable. En tout cas, on ne prend pas de décision si on suit le code d'Ichimoku. Voilà pour Société Générale, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes investisseur, si ça vous intéresse d'investir dedans, ou alors de rentrer même une position de vente à découvert, ça m'intéresse toujours de voir votre avis. Si vous avez des remarques constructives, n'hésitez pas, et bien sûr, si jamais vous voulez nous rejoindre ou tout simplement participer à une soirée de l'investissement, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous parle de tout ça, des rendez-vous à booker dans votre calendrier. En tout cas pour l'heure, je vous dis merci d'avoir regardé, à très vite pour une prochaine vidéo et bon investissement. Allez, à plus.